Donc notre histoire, et notre histoire à tous les trois là, elle n'était pas écrite dans les livres. Juste pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde n'est pas marseillais. Ouais, je t'en prie, vas-y. Tout le monde n'est pas marseillais, c'est l'endroit en Europe le plus pauvre. Félix Piat, c'est une cité qui, en Europe, est la plus pauvre d'Europe. Ce qui est quand même hallucinant, c'est juste à côté de chez nous. Et comme quoi on peut sortir de là. On peut sortir. Et voilà, je ne connais pas, mais ça ne doit pas être terrible non plus. C'était pas mal. Et moi, à Colombes, c'était pas mal non plus. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, et c'est peut-être ça qui nous réunit, c'est qu'il n'y a pas de fatalité du tout. Et cette capacité à aller chercher, se transcender pour aller chercher ce que tout le monde dirait c'est pas possible, bah vous ne l'avez pas, moi non plus. Est-ce que vous acceptez tous, et est-ce qu'on accepte tous l'idée de se dire que c'est justement parce que c'est pas possible que ça vaut le coup d'être fait, non? Ben voilà, c'est ça la caractéristique du leader. C'est jamais accepter la réalité telle qu'il est. Et là, je vois plein de jeunes chefs d'entreprise, c'est ça, Fred. Oui, c'est ça, des jeunes chefs d'entreprise. Surtout rêver. Et dès qu'on vous dit c'est pas possible, essayez d'administrer la preuve à l'autre que c'est possible. Mais pas par le discours, par l'action. Parce que sinon, vous allez raconter votre vie, vous n'allez pas la vivre. Et il y a beaucoup d'échecs. Parce que sans échecs, on n'est rien. C'est d'accord? C'est très constructif. C'est les champions qui je n'ai pas encore eu d'échec, donc moi il ne pose pas la question. Oui. Toi, l'échec, c'est ton mari. Non, je déconne. Pardon. Excusez-nous. C'est dur entre nous, mais c'est pas grave. On vous prend très au sérieux, mais on vous montrer aussi que si Fred nous a demandé de venir témoigner auprès de vous, c'est pas pour vous donner un cours ou une leçon de méthode. Vraiment pas. Parce que ce qu'on est, c'est facile à voir maintenant, les nouvelles technologies de l'information, vous le verrez. Moi, je voulais vous parler d'un autre sujet qui est directement lié à ce que l'on fait. C'est que, comme on a une vie très accomplie, on a décidé un jour, avec Fabien et avec d'autres amis, et Sabrina qui nous rejoint maintenant, on a décidé d'être au soutien d'autres par la relation d'aide et tout ce que je vous raconte. Donc, on coach des patients en oncologie depuis 4 ans. Et les principes que je viens de vous dire là sont en train d'être démontrés à l'approche de psychologie clinique, qu'ils ont une valeur ajoutée fondamentale sur l'effet placebo. Vous savez ce que c'est, et aussi et surtout sur les rééquilibres hormonaux des patients. Et vous savez tous qu'on est régi, nos émotions et notre envie sont régis par des équilibres hormonaux. Et les équilibres hormonaux de l'ocytocine, de la base du cortisol et du reste, c'est ceux qui donnent envie, c'est ceux qui disent qu'on n'a pas peur, et c'est ceux qui disent qu'une journée sans prise de risque, une journée sans jeu aux limites ne vaut pas le coup d'être vécue. Donc, quand on sait tout ça, vous avez des épreuves difficiles, vous êtes dans une boîte, c'est toujours 22 000 collaborateurs, et ça a toujours des enjeux fondamentaux, et ça a toujours peur de ne pas survivre, et ça a toujours peur de ne pas réussir. Ben, sachez une chose, c'est que peur égale défi. Et sans défi, pas moyen de se transcender. La plus grosse des difficultés, c'est transcender les autres. Et donc, je crois que le message que... Parce qu'on n'a rien préparé, hein, Fred, je te le cache. Oui, tu le sais. Mais maintenant que je vous vois, maintenant que je sais ce que vous êtes, et maintenant que je connais vos défis, et que je connais la culture de la boîte, parce qu'il y a Fred, mais il y a aussi Rick là-bas, que je vois, qui se plaque toujours, mais le talent des talents, vous l'avez là. Je crois que quelque part, votre vrai métier, c'est d'être contagieux de toute cette réalité, et pour vos collaborateurs, et pour vos clients. Parce qu'une bonne raison de vous choisir, très souvent, ce n'est pas que le prix. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire que oui, c'est ton métier. Tu leur diras. C'est l'histoire. Et cette histoire, en fait, elle est d'autant plus belle, que vous réussissez à convaincre et à persuader les autres qu'elle est possible. Et moi, le seul comment dirais-je, message de mon intervention, c'est que si je vous ai raconté ma vie, c'est que c'est absolument pas possible. Associé de Robert Louis Dreyfus, en partant de la campagne Lévesque, impensable. Secrétaire général de l'Olympique de Marseille, sans être mis en examen, impensable. inespéré, je dirais. Je suis désolé de vous le dire. Là, c'était plutôt mon destin initial, ça, les mises en examen. C'était plutôt ce qui était prévu dans ma vie. Les Olympiades, c'était pas prévu. Faire de belles rencontres comme Fabien et être utile à des gens qui font des choses extraordinaires, c'était vraiment pas prévu. Et en fait, je vais conclure et je vais laisser la parole aux autres parce que je suis trop bavard. N'hésitez pas à devenir ce quelque part vous vous cachez. Parce qu'à partir du moment où on est leader, à partir du moment où on est patron,
on se cache la volonté de transcender les autres et on se cache la volonté d'avoir du pouvoir. Vous avez du pouvoir, mettez-le au service de la réalisation en acte du devenir de vos collaborateurs. Merci. C'est une joke entre lui et moi, j'adore. Mais en fait, je suis venu pour ta groupie. Pardon, monsieur. Est-ce que je peux me permettre deux questions? Ce que vous voulez, monsieur. Et même Ça, d'être c'était pas la d'accord du première. tout. La deuxième question. Vous avez parlé de se libérer pour être leader. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus pour vous? Alors, on est ce que ça construit veut par dire? notre éducation. Voilà, notre éducation. Moi, par exemple, ma mère, le jour où je lui ai dit, ça y est, je suis prof, elle me dit, tu as fait un métier, j'avais 45 ans, avant, j'avais fait plein de choses, mais pour elle, c'était pas ça, parce qu'elle a besoin de se sécuriser ou le besoin de ressembler à un modèle. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, ce sont les rencontres qu'on a, hein, que l'on fait. Ensuite, ses propres moteurs d'accomplissement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un qui a envie de ressembler à une projection de moi dans 10 ans. On se projette, on se projette. Avoir des objectifs, c'est se projeter. C'est se projeter sur le podium, sur le pouvoir, sur les belles bagnoles, sur les filles ou les garçons, sur la réalité sociale, le prestige. Le prestige social, c'est ce que pensent les autres de moi. Et ça me satisfait un moteur, c'est le moteur égoïque, l'ego. L'ego, oui, ça c'est... Et oser, c'est comprendre que dans l'ego existe un vrai et un faux ami. Le vrai ami, c'est celui qui donne l'énergie, qui permet de dire ah, c'est moi, je suis plus fort que vous, je vais tous vous crever, ça vous le racontera. Mais derrière ça, il y a aussi les moteurs d'accomplissement, ce qui fait le sens de ma vie. Et oser, c'est trouver le sens qui nourrit l'ego et pas l'ego qui nourrit le sens. J'étais clair là? Absolument. Ah ben alors merci, c'est la première fois que C'est quelqu'un clair. me dit que Moi, non. c'est clair. Hein. Non, là, moi franchement, c'est très clair. Vous voyez? Je crois que effectivement, moi je le traduis en friirlandais en disant c'est se retrouver son authenticité, Oui. retrouver ce qui inspire l'énergie et tuer ce qui détruit l'énergie. Exactement. Et vous venez de dire... Est-ce que vous avez compris? Ah, vous non seulement vous m'avez compris, mais en plus vous m'avez enrichi, donc je vous remercie. Mais il y a un aspect aussi important dans ce que vous venez de dire, c'est que la plupart du temps, les gens qui sont congruents sur le sens de leur vie et la réalité de leur ego, on peut tout à fait vouloir de grandes choses, on peut tout à fait vouloir maîtriser le monde, et ça fait sens pour soi, c'est que ça convoque aussi les valeurs personnelles, les valeurs à partager, ce qui est soluble dans une relation. Et les gens qui sont comme ça la plupart du temps, vous les voyez parce qu'ils sont sincères, authentiques, loyaux, mais intransigeants. C'est un signal. Et c'est ce qu'on retrouve énormément dans les grands coachs sportifs, parce que eux, pour faire aux autres, excusez-moi, mais l'entraîneur de Fabien n'était pas plus fort que lui. C'est une co-construction, une coopération au nom du sens, des valeurs et des affects. Parce qu'en fait, le sport, ça fabrique que de l'échec. Il n'y en a qu'un qui gagne. Mais par contre, ça met en évidence un mécanisme extraordinaire par rapport à ce que vous venez de me décrire et au fait que trouver du sens et nourrir son ego dans ce sens-là. Parce que d'abord, il faut commencer par l'ego, il faut se rassurer sur sa valeur, et puis il faut gagner sa vie, et puis il faut devenir aussi, hein, parce que l'histoire est simple à raconter à 55 ans quand tout va bien. Enfin, quand tout va bien, quand on est un peu moins con quand même. C'est que le sport et la vie d'entreprise et les leaders sont porteurs d'espoir. Ils ont un but identifié à leur réalité, au sens de leur engagement, à leur ego et à l'obligation de résultats absolus. Et ils passent leur temps à trouver le chemin. C'est ça l'espoir. Parce que de grands auteurs diraient que même quand tout est perdu, il ne reste que l'espoir. Et en fait, si on aime autant les grands coachs sportifs quand ils vous parlent, c'est qu'au nom de leur propre éthique, c'est-à-dire bien faire ensemble, c'est virer des gens. Moi j'ai viré des sauts de gens hein, dans ma carrière professionnelle, surtout dans le groupe Polo Dreyfus. Hein. Surtout LDCOM qui est devenu SFR, vous imaginez quoi. On a recruté 200 avec des gens qui ne sont pas très loin d'ici, et on a viré 150. Hein. Vous voyez, je ne suis pas moraliste, hein. J'ai mes approches, hein. Sauf que ça, c'est pas moral, mais c'est éthique. Et éthique, c'est bien faire dans la réalité de ce qu'est le sens de ma vie. Je connais plein de médecins qui ont prêté serment pour donner la vie. Ben, c'est eux qui vous accompagnent à la mort. C'est ça l'éthique, c'est pas la morale. Ça va? Vous avez répondu? Allez, moi je me tais. Alors, merci, on peut l'applaudir encore.
Alors, la norme voudrait que je sois galant et que je donne la parole à Sabrina, mais non. En fait, je vais donner la parole à Fabien. Ta gueule. Parce que on C'est finit. celle qui parle le plus. Voilà, C'est en toujours fait, mieux de parler à la fin, on retient ce que tu as dit. non, mais parce que tu as beaucoup parlé du talent et moi j'aimerais qu'on parle du collectif. Et c'est vrai que là, hormis le fait qu'on est devenus vraiment potes et amis, la première fois que j'ai rencontré Fabien, c'était avec Eric au Sport and Business. Et tu nous as parlé justement de cette expérience que tu as eue dans cette équipe de France de natation, où le collectif l'emportait alors que vous étiez tous des individus et des stars. Et moi, ça m'intéresse parce qu'ici, on n'a que des talents et des leaders, et donc un peu des stars. Et j'aimerais qu'on essaye de comprendre ce que tu as fait, ce que vous avez fait, et comment on peut nous s'en servir pour arriver à transcender la HLT. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc Fabien Gillot, 35 ans, j'ai travaillé avec Pierre dans le sport dans un premier temps ma carrière, ensuite transformé pour faire évoluer les mœurs d'un sport qui était individualiste, donc la natation. Autant vous dire que, comme Pierre vous le disait, il n'y a qu'une personne qui peut gagner, tous adversaires, qualification au championnat de France tous les ans qui vous emmène vers la compétition internationale. Le sport co n'est pas plus facile parce que les compositions d'équipe et les introspections, les façons de reconstruire, de réinventer le système, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus complexe par moment en fonction des singularités qui composent votre collectif. Mais nous, on avait une très grosse problématique, c'était un chronomètre. Et le chronomètre, tous les ans, il est en forme de la même manière. On peut battre par moment, un challenger peut battre un favori. Par contre, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas mentir, c'est le chrono. Vous pouvez être champion du monde. Si cette année-là, il n'y a pas eu de niveau, vous avez été champion du monde, mais la course, elle n'a pas de valeur. Elle ne rentrera pas dans l'histoire, vous ne rentrerez pas dans la catégorie des gens qui ont marqué notre sport. Donc pour vous ramener rapidement au débat un petit peu d'aujourd'hui, j'ai réfléchi à talent et leader. Et j'ai essayé de trouver un petit peu ce qui a marqué le plus cette équipe. Et je rejoins Pierre sur pour moi, le premier point, c'est se permettre de rêver dans un premier temps. Ça peut paraître bête et anodin, mais déjà de pouvoir se permettre de rêver et d'envisager quelque chose de positif et une réussite, ça pose déjà un socle. Et en général, vous voyez déjà cette notion de rêve, jusqu'où elle peut amener la personne avec qui vous travaillez, parce qu'on parlait tout à l'heure d'être contagieux pour les gens avec qui vous travaillez. Quand vous êtes capable d'échanger avec des singularités, et je vous plongerai après dans la natation pour raconter l'histoire, quand vous êtes capable de vous projeter sur la part de rêve de la personne avec qui vous travaillez, finalement, ce n'est pas la part de rêve qu'il faut regarder là où il veut aller. En général, quand il vous raconte son rêve, il vous raconte quelles sont ses limites. Et c'est plutôt sur cette partie-là que moi, je me suis concentré dans notre sport. Donc maintenant, je vais vous replonger dans la natation. Et l'une de mes premières phrases que j'ai essayé de mettre en place dans la tête de tous les athlètes, comment tu avais l'habitude de nous appeler, des otaries qui dansaient... Les otaries dressés. Les otaries dressés. Vous leur jetez des sardines, ils étaient tous contents à la piscine. Camille la cour, hein, mesdames, ne croyez pas. Pardon. Et donc la première phrase qui a marqué le groupe, c'est que dans le sport, on parle beaucoup de talent. Il est athlétique, elle est forte, elle a une philosophie de jeu bien à part. C'est quelqu'un qui ne craque pas le jour J. Et le mot de talent dans le sport, il est continuellement présent. Et on parle souvent de, tiens, lui il est né avec un talent inné, c'est pour ça qu'il gagne. Elle, c'est pareil. Mais le sport, en fait, le talent vous amène à arriver à un certain niveau. Et ensuite, il faut réinventer votre système parce qu'il y a une problématique, mais c'est aussi ce qui est riche dans le sport de haut niveau, et c'est également votre quotidien, je pense, c'est même sûr, si on ne fait que ce que l'on a réalisé l'année précédente, ça ne nous amène plus à progresser. Reproduire uniquement ce qu'on a fait l'année précédente ne vous amène plus à progresser. Dans le meilleur des cas, on garde son statut, mais en général, on est déjà sur une posture de défense plutôt que d'attaque. Je ne pense pas que tous les trois on fait partie de cette partie-là. Et l'une des phrases qui a marqué notre équipe, c'est que pour moi, l'audace, le talent finalement, pour moi c'est tout simplement l'audace que les autres n'ont pas. À un moment donné, oui, il y a des qualités intrinsèques, c'est certain. Je vous parlerai de la notion du collectif qui est très importante pour moi, parce que je suis persuadé qu'on va beaucoup plus loin et que ça permet de désinhiber quelques parties du sport de haut niveau, la fonction aussi de chacun au sein d'un collectif. Mais pour moi, ça c'est la base de la construction, c'est-à-dire cette notion de rêve et d'audace. J'ai jamais vu une grande réussite, que ce soit dans le sport ou avec certains chefs d'entreprise qu'on côtoie, où il n'y avait pas un minimum de rêve, où c'est pas sorti de sa zone de confort, où l'introspection n'a pas été très profonde et tout le monde s'est réellement remis en question.
Et à partir de là, il y avait les débuts d'une éventuelle réussite. Parce que la réalité du sport de haut niveau, elle est aussi celle-ci, c'est que vous pouvez faire tout au quotidien pour réussir. Il n'y a pas de science infuse. Ça ne vous garantit pas de gagner à la fin. J'ai vu des athlètes ultra talentueux travailler toute l'année, ne jamais gagner. Ça, c'est la réalité du sport de haut niveau. Par contre, la notion de progression qui peut vous amener à gagner ce grand titre, c'est ce qu'il y a de plus riche et c'est ce qui permet de capitaliser un peu sur une vie de sportif. Donc vous racontez l'histoire un petit peu de cette natation et comment on a réussi. Donc j'ai eu la chance d'être capitaine de cette équipe. C'est quelque chose qu'on essaye de dupliquer aujourd'hui au comité olympique, où j'ai la chance aussi d'être président de la commission des athlètes, donc porte-parole des athlètes français, où on combat sur le statut de l'athlète bien entendu, mais cette philosophie un petit peu plus basée sur la culture de la gagne, où tout est possible. Oui, on va prendre des coups, oui c'est certain, on va avoir un ou deux genoux à terre, et oui des fois on va être allongé à terre. Par contre, l'intelligence du partage de savoir et de chaque singularité qui compose votre collectif, ça crée une richesse incroyable et vous allez comprendre maintenant ce que je vais vous expliquer de notre histoire, pourquoi à un moment on s'est mis à gagner, je pense. Et ce qui est riche finalement, c'est que gagner, ça paraît quelque chose de très difficile. Et c'est vrai, c'est difficile, c'est pas évident. Maintenant, gagner, c'est ce qu'il y a de plus facile. Perdurer, ça demande une réflexion tout autre. Et tout à l'heure, j'entendais parler Pierre de Sens. Pendant longtemps, le sport, et je trouve que c'est la réalité aussi des entrepreneurs français, on a réfléchi au comment réussir. Et je trouve, et j'en suis content, c'est que le pourquoi réussir a repris tout son sens et prend beaucoup plus de place. Parce que pour perdurer, il faut qu'il y ait du sens. Pour perdurer, il faut qu'il y ait des valeurs, une éthique, il faut qu'il y ait un socle très important qui va au-delà de juste gagner du pognon ou gagner des médailles. Et ça, je pense que c'est un socle qui est indispensable à toutes les grandes réussites, c'est que quand on travaille pour une cause, on se reconnaît dans cette cause, où on a cette fierté d'appartenance, on est amené à perdurer un petit peu plus longtemps. Donc la natation. La natation, pour vous remettre dans le contexte, il y a quelques années, un athlète talentueux, un coach, des sparring partners autour. On était entre la 12e, 15e place mondiale au niveau international. Dans cette équipe qu'on a eue à Marseille, donc Pierre en citait certains, il y a eu les Manodou, il y a eu Camille Lacour, Frédéric Bousquet, Grégory Mallet, William Mena, que des garçons qui ont été médaillés en individuel dans les années qui ont suivi. Notre réflexion était celle-ci. On est entre la 12e et 15e place mondiale. Les États-Unis sont très loin devant. Pour vous remettre dans le contexte, l'une des premières réflexions qu'on a eues, c'est comment faire mieux avec moins. Pourquoi? D'abord sur la partie infrastructure, et après je vous raconterai quand les athlètes se mettent à gagner, eh bien vous devez faire de meilleurs résultats en ayant moins de temps avec eux. Parce que la réalité, c'est que quand vous prenez un athlète au début qui n'est pas connu, vous avez toute l'année pour travailler, plus il se met à avoir des résultats, il y a les médias, le sponsoring qui rentrent en compte, et là vous pouvez retirer selon les athlètes, entre 30 et 50 jours d'entraînement par an. Pardon. Donc autant vous dire que 50 jours d'entraînement en moins dans l'année, c'est dans notre quotidien quelque chose d'horrible à gérer parce qu'il est champion du monde ou il est médaillé international, l'année prochaine il faut faire encore mieux. Mais tu vas devoir faire mieux avec 50 jours en moins par an. 50 jours c'est gigantesque dans notre sport. Pour vous donner une année, dans le meilleur des cas on ne s'entraîne pas les dimanches, mais ça c'est le meilleur des cas. C'est plus la réalité du sport de haut niveau aujourd'hui. Nous on faisait des breaks sur les dimanches, souvent. Aujourd'hui, ça n'existe que très peu sur une saison complète. Donc notre réflexion a été celle-ci. 12e, 15e place mondiale. Les États-Unis sont très loin devant. Le Stade de France ne fait pas 100 000 places. Aux États-Unis, chaque université a son stade de 100 000 places avec les infrastructures sportives qui vont avec. Donc autant vous dire qu'on ne joue pas à armes égales. La superficie de la France est plus petite que la majeure partie des États américains. Autant vous dire qu'on ne joue pas à armes égales. Le potentiel talent qu'ils peuvent trouver chez eux est beaucoup plus restreint chez nous. Donc on s'est posé la question de comment rattraper ça. Des décennies d'expérience par rapport à nous, parce qu'ils étaient multimédaillés, multi-champions olympiques. Il fallait relever un petit peu ce défi et trouver la solution. Et on s'est tout simplement dit, si on travaille chacun de notre côté, à Marseille, à Paris, à Lille, où vous voulez, aux quatre coins de la France, chacun protéger ses petits secrets, en toute honnêteté, on n'a aucune chance de réussir. La valeur d'un sport comme l'athlétisme ou la natation est jugée sur les relais. Pourquoi? Parce que vous pouvez déceler par moments des talents individuels qui sont l'arbre qui cache la forêt. C'est peut-être le cas du judo aujourd'hui, où il y a Teddy Riner en avant, mais les résultats derrière sont bien moindres. On parle du judo comme une super fédération en ce moment. C'est faux. La natation et l'athlétisme, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir 2-3 stars qui font plein de médailles, c'est une chose.
Par contre, le monde du sport en interne, on sait qu'on juge une nation sur la volumétrie de résultats. Vous pouvez avoir, vous, une branche au sein de votre groupe qui réussit. Si toutes les autres branches à côté ne réussissent pas, à la fin, vous êtes jugé sur le collectif. Le sport, c'est exactement la même chose. Et l'impact du relais, ça donne la santé d'une nation. Parce qu'il est bien plus complexe de faire un relais avec 8 garçons, 4 qui vont nager les séries, 4 qui vont nager les finales, faire cohabiter tout ça, et je vais vous en parler, plutôt qu'un individuel qui est né avec un talent, qui a mis en place ce qu'il fallait pour performer, et qui se met à réussir. Donc notre réflexion a été de se dire, on va composer un collectif basé sur des valeurs humaines, de l'éthique. On a dit non à certains athlètes très talentueux qui voulaient venir composer le groupe, et on a fidélisé, mais surtout pour faire fédérer tout le monde, on les a poussés à l'auto-coaching, on a fait en sorte de les crédibiliser, de leur donner du pouvoir et de les responsabiliser surtout. Chaque individualité. Chaque athlète qui a composé le collectif, ça se passait en vote à main levée. S'il n'y avait pas la majorité, l'athlète ne venait pas s'entraîner chez nous. Pourquoi? Parce que vous allez vite comprendre, on est dans un sport individuel. La grande époque du cercle des nageurs avec les meilleurs sprinteurs français et internationaux, les 10-12 meilleurs nageurs du groupe faisaient partie des 15 meilleurs nageurs mondiaux. Donc la finale des championnats de France était plus relevée que la finale des Jeux Olympiques. Et tous les ans, vous avez 2 places seulement pour vous qualifier en individuel. Vous laissez 8 autres personnes avec qui vous vous entraînez sur le carreau. Donc le management des égos sur la même semaine, des courses individuelles, des courses collectives. Si vous avez des questions, je pourrais vous en parler après. Donc notre deal a été ça. Des valeurs, un socle commun. Et on s'est concentré sur une chose. Tu as 2-3 secrets qui font toi l'un des meilleurs nageurs du monde. Vous avez tous 2-3 secrets dans vos spécialités qui font que vous êtes au sein du groupe. Si jamais tu viens donner ça au groupe, en contrepartie, tu vas recevoir les 2-3 secrets de toutes les autres personnes qui composent le collectif. De là est née une richesse incroyable. Alors on n'est pas dans un monde de bisounours, je pense que ça a pris une Olympiade à peu près pour que ça s'automatise et qu'on n'ait plus besoin de piloter les moments de vie de l'équipe. Les compositions de chambre, les moments de stage, les moments où on met les athlètes en échec à l'entraînement ou en compétition parce que c'était délibéré. Il y a une stratégie, une construction. Vous l'aurez compris, tout comme Pierre, je suis passionné de sciences humaines, d'études comportementales, la consonance des mots, fédérer un collectif, optimiser les potentiels. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la tronche, en fait, dans le sport, tout le monde en parle. L'athlète qui ne craque pas le jour J, c'est le meilleur, c'est vrai. Mais ça peut vous amener aussi à pousser les choses beaucoup plus loin, à prendre des responsabilités différentes. Pierre, qui m'a connu au début, m'imaginer capitaine de l'équipe, et autant vous dire que le groupe que j'ai eu à piloter en tant que capitaine, et notamment sur les relais, autant vous dire que c'était que des purs sangs, que des gros égos, que de gros caractères, détestent perdre. Ça, c'est une grosse différence aussi. On est ticte que dans le sport, et je pense que c'est vrai dans la vie, en général, ceux qui réussissent, c'est ceux qui détestent perdre. Ce n'est pas ceux qui veulent gagner. Détester perdre, en général, ça fait naître quelque chose de bien différent, ça vous pousse à aller plus loin dans certaines réflexions. Donc on a fait ça, on a fait en sorte de travailler beaucoup sur la culture de la gagne, trouver le moteur de chaque individualité. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'anime? Et surtout, dans l'idéal, connaître leurs peurs. Pourquoi? Parce que connaître les peurs d'un individu, c'est, dans un premier temps, un gage de confiance, parce que si jamais il vous livre sa peur, c'est quelqu'un qui s'est livré, qui a donné réellement ce qu'il avait. On a tous un bouclier devant nous, et ça c'était l'un de mes rôles les plus importants dans ce relais, parce que, comme je vous disais, ils étaient tous adversaires. Ils avaient tous leurs intérêts personnels. Et le relais, au début, finalement, c'était quelque chose qui n'était pas si important. Et en athlétisme, la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde l'athlétisme ou la natation, les gens ne veulent plus rater les relais. Parce qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui s'est créé autour de ça. Sauf qu'initialement, les courses individuelles étaient bien plus importantes. On a travaillé sur cette notion de bouclier. La notion de bouclier, là j'en viendrai plus à des réflexions individuelles, mais qui ont fonctionné avec chaque athlète avec qui on a travaillé. Pierre en a vu certains. Les réflexions communes qu'on a pu avoir dans le sport, et c'est ça cette richesse quand je parle de casser les silos, c'est que si vous prenez à l'échelle de la natation, papillon, dos, bras, scroll, autant vous dire que c'est 4 nages différentes. Nos réflexions étaient communes. Dans notre sport, on a eu des réflexions communes. On a fait en sorte de mélanger les états de forme, les réflexions de chaque sport olympique, sur l'académie des coachs notamment, et sur certains rassemblements d'athlètes, où chacun venait mettre son pot, sa pierre à l'édifice pour pousser les réflexions un peu plus loin. Pourquoi? Parce que je pense que le collectif peut nous amener à aller beaucoup plus loin. J'ai jamais vu une grande réussite construite sur une seule individualité. Pourquoi? Parce que on aura tous cette notion de peur et d'échec un jour.
Et ça, c'est la réalité, Pierre vous en parlait, dans ce qu'on fait nous. Parle-nous de la natation, fais-nous kiffer un peu. Dis-nous quand tu te disputes avec les gens, dis-nous 5 minutes avant une finale olympique, amène-les dans ton monde, ne viens pas dans le leur, amène-les dans ton monde. On est d'accord ou pas? Ça va quand même ce qui s'est passé avec le duel avec les Américains, quand tout le monde parlait. Ah, ça t'emmerde quand il y a d'autres gens conceptuels, toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que sinon je le connais, il est plus chercheur que moi. Vous êtes d'accord ou pas? Respectez pas le champion, vous êtes d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Merci ça. Putain, pour une fois, je suis d'accord avec ça. Amène-les dans ton monde. Donc je vais leur ramener donc, au relais, par exemple, au titre olympique. Le titre olympique, comment construire un titre olympique? Dans un premier temps, il faut trouver 7 à 8 garçons qui vont composer le relais. Pourquoi? Parce que vous avez ceux qui vont nager en série, ceux qui vont nager en finale. Sur ces 7 à 8 garçons, vous devez travailler pendant 4 ans. Les accompagner pendant 4 ans, les suivre pendant 4 ans, et donc comprendre qui ils sont. Je suis obligé d'y revenir un petit peu, cette notion de bouclier. Je suis obligé. Cette notion de bouclier, parce que c'est très important. Et c'est comme ça que le groupe s'est soudé. Ce sont des gens qui sont des caractères qui vont à l'opposé. Quand dans le même relais pour être champion olympique, vous avez un athlète, s'il gagne une prime de 10 000 €, il va aller s'acheter une voiture à 20 000 et il sera à moins 10 000 sur son compte. Et qu'à côté de ça, dans le même relais, il y a un mec qui lit 2 livres par jour. Oui, qui sait ou pas? Ouais, Daniel, oui. Ah bien, bravo. On a dit pas d'honneur, hein. Et l'autre, vous voyez qui c'est? Celui qui lit le livre. Et l'autre, vous voyez qui c'est ou pas? J'ai dit que je suis pas sûr. Si, on dit des noms. Il a même fait un livre pour dire que c'était tous des salopards et qu'il fait de la cocaïne. Lui, je lui fais de la cocaïne. C'est lui Ça y qui a sort pas dans réussi. Voici. Oh, c'est horrible. Pourquoi? Donc la construction du relais. Il nous faut 4 nageurs pour les séries, 4 nageurs pour les finales. Les accompagner pendant 4 ans. Comment on a construit notre relais? On s'est en fait positionné sur une chose très simple. On est arrivé, les Américains, c'était les dieux. Et pour vous remettre dans le contexte, on a eu, pour moi, ça a été une chance parce que ça a poussé nos réflexions beaucoup plus loin, communes, et nos introspections individuelles, mais après mis au service du collectif. C'est qu'on a eu face à nous Michael Phelps. Michael Phelps, c'est 26 médailles aux Jeux Olympiques, dont 23 en or. Moi, je suis là devant vous parce que j'ai 3 médailles aux Jeux Olympiques, il en a 26. Autant vous dire, c'est une légende. Mais d'ailleurs, il n'est pas là. Mais s'il vient le crâne. Parce qu'on crée le dégueu. Voilà. On fait quand même. Usain Bolt est une légende du sport olympique avec 6 médailles d'or. Lui en a 23. Autant vous dire la catégorie d'athlète. Donc en fait, on s'est dit, on a un génie à battre en face de nous. Et en plus de ça, c'était quelqu'un d'intelligent, avec une grosse part, même s'il ne le dégageait pas tout le temps, d'empathie, d'altruisme, et il construisait le collectif. C'est-à-dire que quand il était là, il amenait les gens à se surpasser autour de lui, juste parce qu'il était présent. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche, juste par sa présence, il révélait des choses incroyables chez les autres relayeurs. Ça, on en avait pris conscience, et on s'est posé la question de comment contrer ça. Comment contrer la star, comment contrer le génie. Donc on a nos athlètes, série, finale. Les Américains, pour vous donner une idée, vous remettre dans le contexte, tout le monde arrive sur une compétition, vous savez, sur la chambre d'appel, ce qu'on appelle, nous, 30 à 40 minutes avant la grande course, la grande finale, pour des questions de retransmission télé, vous êtes parqués avec vos adversaires, comme on est là, dans une pièce à peu près de la moitié de cette superficie. Vous êtes assis avec vos adversaires. Donc on a l'habitude de dire que dans une chambre d'appel, on ne gagne pas une finale, par contre on peut la perdre. Pourquoi? Parce que pendant 4 ans, vous êtes accompagnés. Des gens qui réfléchissent pour vous, des coachs, des médecins, les kinés, votre famille, votre conjoint, etc. Vous êtes accompagnés. Dès que ça ne va pas, vous pouvez aller échanger, partager et même vous rassurer. On ne va pas se mentir par période. 30 à 40 minutes avant votre course, vous êtes seul face à vos adversaires, comme on est là. Exactement aussi serré les chaises, exactement la même chose. Vous avez 30 à 40 minutes face à vos adversaires. Et en général, si vous n'avez pas travaillé sur ce que vous êtes, vos convictions honnêtes et en toute transparence, on a l'habitude de dire que les démons ressortent à ce moment-là. Nos incompétences, nos lacunes, nos peurs, c'est à ce moment-là que ça ressort. Donc on s'est concentré sur 2 choses. Comment contrer le génie et comment appréhender cette notion de peur et d'échec. Parce que la réalité, elle était là. Au bout d'un moment, quand tu annonces que tu vas gagner, parce que c'était la réalité, mais il faut gagner à la fin. Et plus tu annonces les choses, plus les nuits sont courtes. C'est cette réalité-là. C'est ce que vous avez certainement sur certaines réflexions comme nous on peut avoir. Le soir quand vous claquez la porte, que ce soit du bureau, de la chambre ou de la maison, vous êtes seul vous vous allongez, ça gamberge, ça tourne dans tous les sens et il faut trouver la solution. Donc on s'est posé la question, contrer les génies, contrer l'image des Américains et appréhender cette notion de peur et d'échec. Et en fait on a travaillé sur des choses, on s'est rendu compte qu'en fait
le sens est important, mais que le challenge en fait révèle énormément de choses. Pour moi, la peur c'est positif. La boule au ventre, les bouffées de chaleur, la peur par moment c'est positif. Pourquoi? Parce que si j'ai pas peur plusieurs fois dans l'année, c'était la réalité quand j'étais sportif, c'est la réalité dans ma nouvelle vie aujourd'hui, ça veut dire que tous les jours, je fais quelque chose que je suis sûr de réussir. Ça veut dire que je n'optimise pas mon potentiel, ça veut dire que je ne me rapproche pas de mon 100%. Donc on s'est dit, comment faire en sorte que chaque athlète qui soit dans l'équipe se rapproche de son 100%. Et après, si on doit perdre, ils auront été meilleurs, ils étaient plus forts, c'est le sport. Il y a des médailles d'argent qui sont merveilleuses. Quand vous savez que vous avez été au bout de votre histoire, au bout de votre potentiel, vous l'acceptez. Il y a des médailles d'argent, quand vous savez que le boulot n'a pas été fait, vous le regrettez toute votre vie. Michael Phelps, comment on l'a contré? Les Américains, pour vous donner une idée, beaucoup de sportifs de haut niveau rentrent très calmes, très introvertis, le casque sur les oreilles, etc. Habillés, survêt. Les Américains arrivaient déjà, survêt en bas, torse nu, faire du bruit. L'Américain de base, dans le sport de haut niveau, qui est très bon, qui est leur fonctionnement. Nous, on arrivait 4 relayeurs, eux arrivaient avec 10 personnes dans la chambre d'appel. Ils avaient la possibilité de rester 5 minutes. Donc en fait, ils s'installaient déjà dans la tête des adversaires. On a fait en sorte de rentrer dans cette combativité. Pourquoi? On était beaucoup plus petits, on était moins forts à l'époque. C'est une certitude et on ne jouait pas avec les mêmes moyens. Par contre, on s'est dit, si on s'attaque au relais, ça ne sert à rien. Il faut qu'on s'attaque au dieu. Et pour s'attaquer au dieu, en fait, on a analysé techniquement sa course, bien sûr, là où il avait des faiblesses, parce qu'il a des faiblesses, il est comme tout le monde. Et on avait étiqueté une chose, c'est que du 80 au 85 mètres, il fournissait une accélération sur le 100 mètres qui lui permettait de gagner 30 à 40 cm et qui l'amenait à gagner parce qu'il l'a conservé à la fin. Pour vous plonger une seconde dans la natation très rapidement, on estime qu'on a le plus de force, c'est en face de l'épaule. Quand votre main rentre dans l'eau, elle est décalée d'1 centimètre à l'intérieur ou 1 centimètre à l'extérieur, selon les physios, vous perdez entre 5 et 20% de votre force à la fin de la poussée. On s'est concentré sur comment gagner 1 centième par mouvement de bras. Comme sur un 100 mètres, on nage 60 mouvements de bras, vous gagnez 60 centièmes à la fin. 60 centièmes, vous n'êtes pas plus fort physiquement, pas plus fort physiologiquement, vous n'avez pas craqué mentalement le jour J, vous avez juste été plus précis. Michael Phelps, c'est l'athlète le plus précis du monde en natation. Donc on a fait en sorte de dérégler sa machine de précision. Pour dérégler sa machine de précision, et c'est ce qu'il y a de beau dans le sport, c'est que tout le monde est perturbable. Son accélération était faite du 80 au 85 mètres. J'étais pas forcément le plus expérimenté, mais celui qui aimait jouer avec ça, pour avoir fait des allers-retours là-bas, pour l'avoir côtoyé et nagé tout le temps sur les mêmes compétitions. Et donc en fait, on a fait un calcul très simple. Si chacun de nos relayeurs est capable de gagner 2-3 dixièmes, si chacun de leurs relayeurs peut perdre 2-3 dixièmes, on devient champion olympique, plus notre précision. Et donc on a analysé le dieu de notre sport, et on a trouvé sa faille. Du 80 au 85, il fait la différence, et c'est terminé. Et ce qu'il y a de magique dans le sport de haut niveau, et dans la vie en général, c'est que dans le sport, dans la natation, vous savez, dès que vous accélérez, si vous passez, comme par hasard, vous vous transformez, vous ne sentez plus du tout la douleur. Par contre, au moment où vous décidez d'accélérer, si vous ne vous décrochez pas, vous prenez un sac à dos de 30 kg sur les épaules, et là, c'est terminé. Une fois de plus, c'est là, on ne va pas se mentir, parce que c'est une fraction de seconde. Et donc, on a fait en sorte de mettre un sac à dos sur les épaules de Phelps. On s'est posé la question, on a analysé sa course, et donc ma stratégie, le jour où on était champion olympique, je savais que sur le 100 mètres, il allait toucher devant moi de 2-3 dixièmes, c'était une certitude. Par contre, moi, mon job, c'était d'abîmer sa course. Pour abîmer sa course, j'ai fait 85 mètres à fond et je n'ai pas pensé aux 15 derniers mètres. Donc autant vous dire que le seuil de douleur a été énorme. Par contre, il partait en deuxième position, on s'en doutait, on l'avait analysé. Lui a perdu 5 dixièmes, là où il devait m'en prendre 5, il m'en a pris que 2, finalement, un peu moins de 2 centièmes, de 2 dixièmes, pardon. Il a abîmé sa course, mais surtout les 2 relayeurs qui restaient sur le plot à nager. Quand le dieu est en train de faire quelque chose qui n'était pas prévu, où il est en train de prendre une claque, où il est en train de serrer, eh bien, les 2 derrière se sont dit, finalement, on peut se faire battre. Ce qui n'avait jamais traversé leur esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Derrière, on avait construit une stratégie avec les 2 autres nageurs. Le jeu de la natation, comme en cyclisme, allait prendre les vagues un petit peu parce qu'il y a un jeu d'aspiration. Et ça s'est avéré vrai. Les 2 nageurs qui sont passés derrière, il y en a un qui a perdu 3 dixièmes par rapport à ce qu'il faisait sur toute l'année. Et le dernier, ça a été pire, il a perdu 7 dixièmes. Et on a gagné avec plus d'1,50 m d'avance. Trop beau. Ça met des émotions. Moi, il y a un truc quand même que tu avais dit la dernière fois que tu n'as pas redit là. Et j'aime bien cette idée parce que nous, on est des grosses business units. Il y en a qui vont bien, il y en a d'autres qui vont moins bien.
Donc il y a dos papillon, machin, nous il y a colis privés, Mhm. etc. Et c'est un peu ça aussi. C'est le partage des petits trucs qui ont fait la différence. Et à l'époque, quand tu étais venu faire le show, tu étais avec, comment il s'appelle, Avec Florent. Florent. Et pour que Florent balance son petit truc avec la main ou je sais plus quoi, je parle bien retenu d'ailleurs, à l'autre, c'est que tu crées une symbiose, en tout cas une volonté de bosser ensemble et de partager ça, alors que les mecs, ils se battent les uns contre les autres. Donc ça, nous, on n'est même pas dans cette situation-là, mais comment on arrive à faire qu'on s'apporte les uns aux autres? Comment on arrive à faire que celui qui réussit moins que les autres puisse revenir dans la bataille, on puisse l'aider, etc., etc. Il y a un point déjà qui est très important, c'est que nous, le blason était plus important que les individualités qui composaient le collectif. Et Dieu sait qu'on avait des gros égos et des athlètes multimédaillés. Donc, par exemple, ça pour moi, c'est la problématique du PSG aujourd'hui. C'est pas une mauvaise équipe, ils ont même un très bon collectif. Par contre, les joueurs sont plus importants que le logo du club. Ça, pour moi, ça a été primordial. On est passé par là pour faire avec un management sans favoritisme. Pour vous donner une idée, par exemple, un exemple concret. En général, dans le sport de haut niveau, quand vous arrivez en retard à l'entraînement, ou vous vous faites virer, vous prenez une séance de préparation physique à côté. Et en général, le préparateur physique, c'est pas le mec le plus sympa de l'équipe. Nous, chez nous, quand quelqu'un arrivait en retard, souvent le matin pour un réveil tardif, on l'asseyait sur une chaise au bord du bassin. On avait des Britanniques avec nous dans l'équipe sur la partie staff. Donc ils avaient, vous savez, le matin, le mug de café, le contexte un peu britannique, anglophone. Et bien quelqu'un qui arrivait en retard chez nous, on lui servait un petit café, on l'asseyait sur une chaise, et pendant ce temps-là, c'était tout le reste du collectif qui prenait une séance de préparation physique. Alors vous allez me dire, ça peut créer des tensions, sauf que vous poussez votre groupe à s'auto-coacher. Moi je pense qu'on peut tout se dire en mettant les formes. Les engueulades, pour moi, c'est positif, parce que si on ne s'engueule pas, on ne crève pas les abcès. Ça, c'est quelque chose de très important. Et après, comment on a fait pour que chaque athlète s'y sente bien aussi dans cette équipe et qu'il y ait une cohésion de groupe, un réel partage de savoir, parce que, je vous rappelle, on est dans un sport individuel. Il m'a fallu 3 à 4 ans pour que tout le monde donne réellement tous ses secrets et aille vraiment au bout. Il y avait d'abord travailler ensemble, c'est une chose, tout le monde peut travailler ensemble, cohabiter, les liens commencent à changer, et je pousse mes mots parce que j'aime la consonance des mots, à la fin les athlètes s'aimer. Et quand tu te mets à t'aimer, si tu t'aimes pas entre individus, si tu aimes la boîte, si tu aimes le logo du club que tu représentes, en général tu vas plus loin. Et pour réussir ça, en fait, on a fait en sorte que chez nous, il n'y ait pas de favoritisme, pas de star, tout le monde soit logé à la même enseigne. Tous les ans, quand la saison recommençait, même si tu avais été champion olympique l'année précédente, tu étais logé à la même enseigne. Et sur toutes nos réflexions, on faisait en sorte que tout le monde se sente assez crédible et légitime pour qu'il aille au bout de ses idées. On a tous vécu déjà une réunion, et c'était ce qu'on faisait, nous, des réunions, où, en fonction de qui est autour de la table, où on ne va pas au bout de ses idées, ou même pire, on ne prend pas la parole. Et bien nous, en fait, on avait fait en sorte que chaque athlète ait le courage et se sente assez légitime pour amener toutes ses réflexions au collectif. À partir du moment où vous faites ça, vous lui donnez du pouvoir, vous lui donnez des responsabilités, et il le rend au collectif. Merci, attends. Ouais, juste, je crois que Pierre veut rajouter quelque chose. Moi, je veux rajouter quelque chose parce que j'ai vécu leur truc là. À ma façon, il y a quelque chose de très important que vous pouvez vous appliquer à vous tous. C'est si vous voulez rentrer dans cette logique, il faut d'abord accepter ses vulnérabilités et pas les planquer. Pas parce que vous êtes chef que vous n'avez pas de vulnérabilité. Ça, c'est le point 1. Et le deuxième point, tout don, quel qu'il soit, amène un contre-don. Donner une partie de son secret, c'était se donner. Et l'autre est dans l'obligation de donner à son tour parce que c'est un besoin humain. Et ensuite, dans le rapport de confiance, c'est le jeu qui les a fait gagner. Le jeu aux limites. C'est-à-dire ne pas faire une compétition, mais jouer avec les autres et jouer avec eux-mêmes. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez voler la confiance et gagner la vôtre parce que ça donne lieu à ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. Oui, c'est possible. Voilà le chemin, l'espoir et le chemin. C'est pour ça que je l'ai autant embêté pour qu'il vous le raconte l'histoire. Parce que c'est un construit. Merci. Jean-Philippe, vas-y. Oui, en fait, qu'est-ce qui a changé entre la fois où on a terminé second et quand on a terminé? Et je crois que tu es de... Ouais, j'étais dans les deux. Ouais, tu as vécu les deux. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ça s'est transformé? Parce que vous avez perdu Bernard. C'est ça, ouais. En 2008, on est vice-champion olympique pour 800e. Et on dans gagne le même scénario, en plus, ça vous permet Ouais. dans le scénario que vous Et répliquez 4 ans après,
étonnamment, en 2008, on était beaucoup plus fort que les Américains. On Ouais. perd parce qu'on n'était pas un collectif. Ouais. C'était 4 individualités qui nageaient. Et en plus de ça, le système fédéral à l'époque fait qu'il y avait une hiérarchie descendante, que des infos descendantes, et que on avait malheureusement des gens qui n'étaient pas construits sur les mêmes valeurs que nous. On en revient toujours à la même chose, qui n'étaient pas construits sur les mêmes valeurs que nous. Donc quand on se déplaçait pas avec la fierté du drapeau bleu, blanc, rouge qu'on a eu dans le futur ensuite. Et pourquoi ça a été important de passer de 2008 à 2012 finalement? On a très peu parlé de l'échec, mais l'échec c'est constructif. Moi j'adore l'échec. J'adore l'échec parce que c'est là où on trouve des solutions. On est obligé d'y passer. On est obligé d'avoir des étapes intermédiaires où on se plante. Le rétro-planning, la préparation idéale dans ce que vous faites ou dans ce que nous on faisait, on l'écrit tous en début d'année. Sauf que ça se passe jamais comme ça. Et en fait, les grands ont cette capacité à réagir et de garder du sang-froid dans la prise de décision, dans l'urgence. Et pourquoi on a gagné 2012 et pas 2008? Parce que chaque athlète en 2012 se sentait responsabilisé, valorisé et fédéré au projet. En 2008, tout le monde voulait protéger sa place pour être en finale. Les 4 qui vont nager, qui seront à la télé, qui vont toucher, qui vont avoir la médaille autour du cou sur le podium. En 2012, il y avait 8 garçons. L'important, c'était de gagner, peu importe qui nage l'après-midi. Et ça s'est développé à un point où, 2008, le staff décide de l'ordre de relais. 2012, ce sont les nageurs qui décident entre eux et le staff ne dit rien, nous laisse faire. Et autre question. Un message pour nous, Eric. Est-ce que ça devient intéressant aussi, c'est de savoir, est-ce que vous l'avez réussi à l'ériger en culture au sein de la fédération? Est-ce que on parle souvent de la culture de la gagne notamment des Américains, et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour toi? Alors après, il faut avoir la génération de talent qui permet ça, mais est-ce que en fait, comment on capitalise sur une... Excuse-moi, je vais couper parce que comme on déjeune ensemble et que franchement là on est sur des sujets de curiosité. Non, de capitalisation du succès, c'est comment tu construis derrière et culturellement. Vite. Il n'a pas tort, hein. Mais je sais qu'il n'a pas tort, mais comme on déjeune ensemble, on va pouvoir continuer après. Je voudrais donner la parole à Sabrina, mais vas-y, réponds-lui, parce que sinon il va pour faire très simple, c'est un changement de mœurs. Dans le sport français, longtemps, on avait l'impression d'avoir un flingue sur la tempe avant les finales, et c'est pour ça qu'on se chiait le jour J, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, écoutez les interviews de tous les sportifs français, quand ça passe à la télé, et c'est pas pour rien que ça se met à gagner, on entend la notion de plaisir. Dans le plaisir, il y a de l'épanouissement, et voilà pourquoi ça fonctionne maintenant. Merci. Et maintenant, je donne la parole à ma chouchoute. Bon, il y a son mari qui est là et ses enfants, donc je vais rien dire de plus que ça. Mais c'est vrai que cette rencontre avec Sabrina, pour moi, ça m'a touché parce que voilà, ses origines, ce qu'elle a fait, et surtout, un truc, c'est son énergie. Et je crois que le moteur de tout talent, c'est l'énergie. C'est ma conviction. Sabrina, du coup, qui symbolise pour moi ce côté entrepreneurial, l'énergie qu'il faut pour ça. Si tu veux nous dire quelque chose, c'est avec grand plaisir. On est déjà passé après Pierre et Fabien, comment vous dire? On n'avait pas décidé, on n'a pas respecté la feuille de route, hein, mais c'est pas grave. Donc pour la présentation, donc moi je suis productrice, donc j'ai producteur, c'est quoi? C'est fabriquer des contenus pour la télé ou les plateformes digitales. Donc entre autres, dans les faits d'armes, j'ai fait la production exécutive de la série Marseille, donc vraiment le plus gros projet qui arrive en 2014 à Marseille, les Américains qui débarquent sur le marché, bien sûr les Français qu'on n'avait pas vu arriver, c'est-à-dire que le Big Bang c'était le Minitel et Internet, quoi. Nous, on était persuadés que ça fait nous, à la télé on pensait que ça n'arriverait jamais, sauf que le digital arrivait à grands pas, et ça a changé toute notre manière, pas de fabriquer des films, parce qu'on fabrique un film toujours de la même manière, mais la manière de le diffuser et de le concevoir. Donc moi, rapidement pour le parcours, donc voilà, tu as dit d'où je viens, on était voisins, mais pas de la même génération évidemment. Je t'emmerde, ça. Je t'aime, mais je t'emmerde. Pardon, c'est pas vrai les enfants, c'est pour lui là. Et le truc, c'est que j'ai toujours refusé de me laisser tyranniser par les tyrans ordinaires, c'est-à-dire les gens qui t'expliquent toute la journée, vu que tu es petit, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, j'appelle ça les tyrans ordinaires. J'avais un pote qui avait réalisé un magnifique court-métrage, je m'avais appelé comme ça. Là, tu manges un croissant, tu peux pas bouffer un croissant parce que du coup, c'est pas bien, c'est gras. Et la notion de
et je vais repasser par là. Donc pas se laisser enfermer dans une case, donc je définis moi-même où est ma place, on ne me la donne pas, je la prends, comme je l'entends, c'est-à-dire comme je l'ai rêvé, mais comme je la travaille aussi, parce qu'il y a la notion de rêve, mais il n'y a pas que ça. Le rêve, c'est du travail. Un rêve sans travail, ça vaut rien, ça reste juste dans sa tête. Donc la notion de travail, elle a toujours été omniprésente. Tu disais, je connais un peu notamment la carrière de Fabien, mais en général la carrière des grands sportifs et même des grands comédiens, des grands acteurs. La notion de sacrifice de jeunesse, c'est-à-dire que j'ai pas eu une jeunesse comme les autres, j'ai bossé je passe mon bac, je trouve ma voie, je démarre avec Akhenaton, donc à l'époque, voilà, donc c'était la grande époque des tournages où il y avait beaucoup d'argent dans les clips, donc c'était une période bénie, c'était une période extraordinaire. Donc la notion de travail, de sacrifice, c'est-à-dire de savoir, de se dire, je vais pas en boîte comme mes copines ou mes copains, mais moi je bosse, donc on faisait des journées de 12-15 heures par jour. Et de se dire aussi qu'avoir trouvé aussitôt sa voie, c'est une chance. J'ai mis des années avant, donc je me suis expatriée pendant 5 ans à Casablanca. De 2002 à 2007, j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie voir ce qui se passait ailleurs, revenir dans son pays quand on s'est expatrié. Le truc qu'on se dit, c'est même si on est né dans une zone comme ça, on se dit en fait qu'on a une chance mais extraordinaire, parce que ça on ne le dit jamais, on ne le dit pas souvent, on est un pays merveilleux. Quand on est allé vivre ailleurs, qu'on revient, que ce soit les États-Unis, que ce soit, moi j'ai des copains aux États-Unis, je travaille beaucoup avec la Corée, donc je suis souvent à Séoul. Se soigner d'un cancer aux États-Unis, ça coûte 75 000 $. Au bas mot. T'as pas de sécu, tu dégages, tu meurs. Ici, et quand je reviens en 2007, parce que tu pars énervé, mais tu reviens, tu te dis finalement. Moi j'étais jeune, hein, donc, mais tu reviens en te disant waouh, on a un pays merveilleux, qui l'air de rien donne sa chance, qui l'air de rien est hyper protecteur. On a quand même ce truc avec l'entrepreneuriat et les chefs d'entreprise, tu gagnes de l'argent, tu veux réussir, c'est bizarre. C'est juste un état d'esprit, mais qui est en train d'évoluer avec les générations qui arrivent, ça change. Et de me dire, à un moment donné, voilà, quand je récupère Netflix, je crée ma première boîte ici en France en 2014, et je mets 100 € de capital. Moi j'étais intermittente du spectacle, donc j'ai fait toute ma carrière dans le cinéma, donc de stagiaire de prod à producteur délégué. Et quand je signe mon premier contrat avec le producteur délégué de Paris, parce que Netflix avait signé avec un immense producteur, on avait fait un job sur le capital de la boîte. Il me disait, lui c'était 6,5 millions, moi j'avais mis 100 balles. Il me dit, de nous deux, c'est toi la plus forte. Deux, c'est toi la plus maligne. Et à un moment donné, on oublie toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire que j'écoute tout ce qui se dit, je suis élue à la Chambre de commerce, je suis hyper impliquée donc j'ai des engagements, notamment avec des apprentis d'Auteuil, Impact Jeunes, donc vraiment toutes ces fondations qui font beaucoup de travail avec les jeunes pour leur montrer la voie, leur dire que c'est possible. Il ne faut pas leur dire que ça, il faut leur dire que ça va être dur, que de toute façon, quoi qu'ils aient choisi, nous, et moi je considère que les gens comme moi, mais mon mari pareil, Jean-Philippe pareil, on est né au débit. De toute manière, dans la vie, on est parti au débit. On n'est pas né créditeur, on est né débiteur. Donc, une fois qu'on a accepté le travail de résilience, de se dire de toute manière, tu n'es pas parti au même endroit. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas arriver au même niveau, les centièmes. Ça a pris plus de temps, c'est-à-dire que ce que moi j'ai fait en 20 ans, celui qui aurait peut-être eu son père dans la production ou sa mère aurait fait plus vite, ça ne veut pas dire qu'il aurait fait mieux. Donc, pareil, toujours se dire les rêves à mon échelle. Moi, je dis pas aux jeunes, ouais, allez rêver grand, moi je vais devenir Warner. Moi, je ne veux surtout pas devenir Warner. Je veux que ma boîte reste une entreprise familiale. Je ne rêve pas d'être coté en bourse, mais je rêve de fabriquer des films, passer des messages. Parce que la meilleure manière de faire de la politique, c'est quoi? C'est de faire des films. Le cinéma, le documentaire, la télé, c'est la meilleure manière de passer des messages. Ça vaut tous les discours. Parce qu'on se rappelle d'une œuvre, on ne se rappelle pas d'un meeting. On est marqué par un réalisateur, on ne se rappelle pas de celui qui a organisé le meeting où il y avait 300 000 personnes. Donc, j'ai une vision, et c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien et qu'on s'aime autant, c'est que d'où qu'on parte, on s'en fout de savoir où les autres pensent que tu dois aller, c'est où toi tu veux aller. Le rêve, c'est pas les rêves des autres à travers les autres, et de se dire je veux, et je suis d'accord sur les médailles, pas les médailles, c'est ta médaille. Quelle est la notion de notre médaille à nous? C'est-à-dire que moi, ma médaille, c'est de faire du contenu avec du sens. J'ai des programmes hyper engagés. Je travaille sur des sujets
pas communs, c'est-à-dire des sujets de société, la radicalisation, Varian Fry avec la Shoah, donc la Seconde Guerre mondiale, avec mon ami Dan Frank, qui est le créateur de la série Marseille, et de se dire, ça, pour accomplir ça, j'ai besoin d'argent, de lever des fonds. J'ai réfléchi, je ne viens pas de la finance, j'ai créé des fonds d'investissement, je suis allée chercher de l'argent, donc j'ai été la première, ici, une espèce de pionnière dans le sud, où j'ai créé des fonds d'investissement, où je suis allée raconter un storytelling aux investisseurs en leur disant, voilà, moi je ne sais pas faire un BP, ce n'est pas ma formation. Par contre, je sais faire des films et j'ai un réseau, je sais faire. Voilà où je veux aller, mais pas sur des chiffres, je ne sais pas le faire, donc je ne l'ai pas fait. J'ai dit, voilà où est-ce qu'on peut aller, voilà ce que les plateformes me permettent et nous ouvrent. J'ai travaillé avec Netflix, je sais maintenant, la perspective, elle est tellement énorme que même moi, je n'arrive pas à la quantifier, c'est-à-dire je ne sais pas où ça va nous emmener. Mais par contre, je sais que ça peut nous emmener loin dans le business, c'est-à-dire que le marché d'avenir des industries créatives, pas du cinéma. Parce que le cinéma et la télé, c'est les industries créatives, voilà où ça peut aller. Et j'ai levé plus de 1,6 million en 1 an et demi. Je te coupe parce que j'ai juste une anecdote qui nous rejoint. En fait, vous savez que nous aussi, on a été chercher des fonds et donc on a côtoyé des personnes, pas le même niveau, mais qu'importe, et on a côtoyé des personnes en commun, dont le patron de Colony Capital, qui est l'un des plus gros fonds mondiaux. Et je le croise il n'y a pas très longtemps parce qu'on n'a pas fait avec lui, mais je voulais garder de bonnes relations, donc on se boit un café. Et il me dit d'ailleurs, si je suis là, c'est que je t'en veux pas, et donc ça se passe très bien. Et Sabrina l'a aussi rencontré, il me dit, et je lui parle de Sabrina, etc. Et il me dit, et tu comprends ce qu'elle fait, toi, parce que moi, j'ai rien compris, mais j'ai quand même mis de l'argent parce que je la trouve super. Juste pour l'anecdote, c'est juste extraordinaire. Comment ce storytelling et cette énergie peut emmener des gens hyper rationnels à faire n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'il met son argent personnel, pas là parce que je suis trop petite pour Colony Capital, il me dit moi j'investis à partir de 100 millions, je dis t'inquiète, j'ai aussi des projets où tu peux investir. J'ai un projet de studio, on avait rigolé avec Fred. Mais tout ça pour dire que c'est pas, les limites, elles sont là où on se les fixe dans la tête. C'est-à-dire que si on se dit on ne va pas y arriver, on n'y arrivera pas de toute manière. Toujours amener les choses à... Moi, depuis toujours, mais depuis toute jeune, je parle du primaire, j'avais des maîtres et des maîtresses qui ont été formidables, parce que pareil, voilà, le rôle de l'éducation nationale, le rôle de la famille, ça reste quand même un socle fondamental. Mais c'est de se dire, demande, tu as une chance sur deux, qu'on te dise oui. Donc au pire, tu perds rien. Et je fonctionne comme ça parce que jamais avoir peur du ridicule, parce que je préfère qu'on dise ouais, elle est rigolote pendant 5 minutes et tout, et puis au final arriver à ce que moi j'avais envie de faire. Et ça arrive tout le temps, parce qu'on arrive, oh le cinéma, ça fait rire, non, c'est pas le cinéma, à part ce qu'on raconte dans les œuvres, la réalité d'un producteur, c'est tu te tapes des égos toute la journée entre les réals, les auteurs qui se charquent, tu es là, tu te dis comment on va faire, mon Dieu, les contrats, c'est du juridique, c'est du financier. C'est-à-dire que toute la journée, tu te dis non, en fait, là, non, je ne vais pas dépenser plus que ce que j'ai prévu. Donc, le cinéma, les industries créatives, c'est un métier de chef d'entreprise, mais comme fait Fred, comme toi, si tu as ta boîte, enfin, c'est pas très différent on va dire, des standards qu'on connaît de l'entreprise. À la différence que, on est, nous, habitués dans la production à faire beaucoup de coproduction, c'est-à-dire que ça, c'est de travailler ensemble. Donc, au lieu de faire un programme qui vaut 1 million, on va se mettre à 10 et on va faire un programme qui coûte, voilà, qu'on peut vendre 10 millions. Les chaînes de télé en France maintenant elles se sont transformées, c'est-à-dire elles acceptent de faire des copros avec Amazon, avec Netflix, donc doucement on y arrive. Et c'est un secteur, l'air de rien, l'arrivée des plateformes, et ça je le dis parce que ça vous donnera l'ampleur de ce qui est en train d'arriver. En 2017, le nombre d'entrées en salle, enfin on a battu le record historique du nombre d'entrées en salle. Ça veut dire que les gens vont toujours autant au cinéma, de plus en plus, mais regardent toujours Netflix. Donc c'est la manière de consommer, pas la manière de fabriquer, puisque c'est toujours nous, les producteurs, qui fabriquons du contenu pour les deux. Et dans le cinéma, dans les industries créatives, le taux d'employabilité des jeunes éloignés, donc en décrochage, qui n'ont pas fait d'études, qui ont décroché assez tôt, est énorme. C'est-à-dire que c'est un secteur d'avenir. Vous allez à Los Angeles, quand vous voyez comment le secteur a permis, pendant la crise, de renflouer les caisses en Californie, c'est énorme. Bon, c'est pas l'industrie du luxe, mais c'est pas grave, les années 2000, c'était... mais on parlait d'éthique et de morale, c'est éthique, mais c'est pas moral.
pour te faire la petite parenthèse. Mais c'est un sujet primordial, important, parce qu'en termes de rayonnement, d'attractivité, de territoire, on n'a pas trouvé mieux. Netflix, la saison 1, série la plus regardée, Chine, Brésil, Russie. Chine, Brésil et Russie. Donc on peut faire des 4x3, on peut faire du marketing territorial et tout. Quelqu'un regarde Marseille, enfin. Et j'avais fait une prod exé pour des Chinois, pour une série qui s'appelait Family on the Go, juste avant Netflix. Et on avait fait un mariage à la mairie, chez Godin, à Daviel, là-bas. Le nombre de Chinois qui ont voulu aller se marier là-bas, tellement que j'ai eu des appels en me disant « Est-ce que tu pourrais expliquer au moins que c'est juste pour le film, c'est pas pour la vraie vie ?» Donc, il y a une responsabilité éditoriale des producteurs, donc on a des messages à passer, on est responsable de ce qu'on fait, qu'on fasse de la télé-réalité ou qu'on fasse du doc comme moi pour Arte. On a une responsabilité d'attractivité, de rayonnement, d'image du territoire, et on a une responsabilité d'employabilité avec les jeunes. C'est-à-dire que c'est quand même un secteur où on a besoin de gens, c'est-à-dire que un tournage, un plateau, pareil, c'est très hiérarchisé, et le réalisateur, la star Depardieu par exemple, et celui qui porte les câbles, ils ont la même responsabilité. S'il y en a un qui n'est pas là, le film ne peut pas se faire. Donc c'est comme dans le sport de haut niveau. Ensemble, on est plus fort, la cohésion d'équipe, les tournages sont des moments tellement forts qu'à la fin d'un tournage, tout le monde part en pleurs et puis c'est compliqué émotionnellement parce qu'on redescend, on est très haut pendant des semaines et après on redescend. Et le message, c'est de se dire aussi, pour toute notre jeunesse, parce que je pense aux participants de The Choice, futurs ou déjà entrepreneurs, ne vous laissez pas enfermer, faites les choses, travaillez, c'est-à-dire n'oubliez pas la notion de sacrifice et de travail, on n'obtiendra rien si on ne passe pas par là. On est le Bill Gates de sa tête ou de sa famille, on n'est pas le Bill Gates des Échos ou de la Tribune. Et faites-vous plaisir vraiment. Voilà. Tous les jours se lever, se dire waouh, je fais le métier de mes rêves, comme j'ai envie, c'est-à-dire c'est mon truc, quel que soit le rêve, si c'est plombier, si c'est architecte, si c'est coiffeur, voilà, faites ce que vous avez envie, mais toujours la même. Et j'insiste sur ça parce que j'entends trop de trucs, oui, allez, les rêves, non, il n'y a pas à aller les rêves, il y a le travail. Ça va vous demander un travail de gestion à tous les niveaux, c'est-à-dire il faut savoir tout faire, je ne sais pas si tu es d'accord, il faut savoir tout faire, savoir déléguer, parce que si on ne sait pas faire, on ne peut pas déléguer. Allez, Si pour conclure, Donc, parce qu'on va leur donner merci juste à la parole. Fred, merci à Fred de nous avoir réunis. Et voilà, c'était ma petite expérience de productrice. J'en avais oublié. Merci beaucoup à vous. Merci Fabrice.